Bonjour tout le monde et bienvenue à l'envers de la médaille. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un champion de l'UFC avec nous aujourd'hui, Patrick Côté. Patrick, merci d'être là. Ben, merci de me recevoir. Je suis bien content d'être là. Ben, on est vraiment content. Pat, si tu me permets, on a une petite tradition aujourd'hui ici, Mhm. c'est d'introduire un petit peu nos invités. Donc, si tu me permets, je vais t'introduire. Ouais. Patrick, à seulement 10 ans, tu enfiles tes premiers gants de boxe. À 19 ans, tu montes dans l'arène pour ton tout premier combat amateur. Mhm. À 22 ans, tu passes chez les professionnels. À 24 ans, tu fais tes débuts à l'UFC. En quelques années à peine, tu deviens champion canadien à seulement 26 ans. Tu représentes fièrement le Québec dans l'octogone de l'UFC pendant plusieurs décennies avec 27 combats professionnels à ton actif. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Je pense que j'en ai 34, là. Ouais, 34. 34 en tout. Ouais. Tu vois, mes cartons sont pas tout Ouais, à c'est fait à correct. jour. Tu as affronté certains des plus grands noms du MMA, dont Anderson Silva, pour Mhm. un championnat du monde. Tu as gagné le respect du public grâce à ta résilience, ta discipline, ton mental d'acier. Je pense que je pourrais rajouter ton menton d'acier. Oh, aussi, ouais, il m'a sauvé une couple de fois, ouais. 100%. En dehors de la cage, tu as publié 2 livres, Tout est possible et Dans l'octogone. Mhm. Félicitations. Merci. Tu as été la figure centrale du documentaire Les combattants. Tu as également participé à l'émission The Ultimate Fighter en tant que combattant, entraîneur, Mhm. entraîneur aussi. Mais aujourd'hui, derrière le père de famille et l'athlète, tu retournes comme conférencier, acteur et commentateur donc, à TVA Sport aujourd'hui en tant que l'une des voix de l'UFC. C'est quand même très cool. Ouais. Patrick, aujourd'hui, ma question pour toi, après tous ces victoires et ces moments de gloire avec la foule et tes parcours professionnels, est-ce qu'aujourd'hui, ta définition du succès a changé? Ben oui, parce que, tu sais, quand tu es un athlète professionnel, il faut que tu sois très égoïste. Hmm, Fait que, tu sais, ton succès passe avant tout. hmm, Fait que t'as pas le choix. C'est ben beau dire, ah, faut que tu fasses. Non. Si tu veux performer dans un sport, surtout, c'est pas un sport d'équipe que je faisais, ben, c'est pas vrai. Moi, je t'ai dit que c'est un sport d'équipe, quand même, parce que je peux pas devenir bon en frappant sur un sac de sable dans mon hmm, salon ou dans mon sous-sol. Ça me prend 100%. des partenaires d'entraînement, ça me prend des coachs, des thérapeutes, des nutritionnistes. Donc, pour moi, ça a toujours été un sport d'équipe, même si j'étais le seul qui performait dans l'octogone. Mais la valeur du succès, ça dépend toujours de tes objectifs aussi. Hmm, Moi, je pense que, tu sais, à travers toute cette carrière-là qui a duré pendant 15 ans de temps, les objectifs que je me suis fait, je les ai tous accomplis. J'ai hmm, tout ce qui existe dans ce sport-là, je l'ai fait. Puis je pense que c'est pour ça, quand j'ai pris ma retraite, je l'ai pris sous mes propres termes. Ça a été juste parce que j'étais tanné. J'avais fini de faire, j'ai fait le tour de ce sport-là. Puis quand j'ai pris ma retraite, j'ai fait OK, on va faire d'autres choses que je vais me valoriser dans d'autres choses avec ça. hmm. Puis tu as commencé quand même très jeune. Puis, Patrick, parle-nous un petit peu pour les gens qui connaissent pas un peu ton parcours personnel. Comment ça a commencé? Quand est-ce que tu en es arrivé justement à ce fameux combat-là? On dit que tu portais les gants à 10 ans. Est-ce que c'était quelqu'un qui t'a initié dans ta famille? Comment ça a commencé? Ben, mes cousins faisaient beaucoup de judo. Ils étaient sur l'équipe universitaire, faisaient du judo sur le circuit canadien. Puis, tu sais, ils m'ont initié aux arts martiaux à cause de ça, à cause OK. du judo. Ils m'amenaient souvent faire du judo avec eux autres. Puis, ça a été ça. Puis après ça, ben, j'ai complètement laissé tomber les sports de combat. Moi, j'étais un joueur de soccer. Moi, j'ai joué au soccer pendant toute ma jeunesse. J'ai joué pour l'équipe du Québec. Tu sais, j'ai joué sur le niveau élite au soccer. Puis, moi, je me suis enrôlé dans l'armée à 19 ans. Puis, quand je suis rentré dans l'armée, j'ai commencé à boxer. J'ai trouvé un gym, j'étais à Québec. J'ai trouvé un gym là-bas. Puis j'ai commencé à boxer. Puis j'ai comme attrapé ça quand même assez facilement. Tu sais. C'était facile pour moi de comprendre les techniques de boxe. Hmm, Puis j'ai trouvé un club qui s'appelait Team Union, qui a été ma première équipe. C'était vraiment une équipe de Jiu-Jitsu brésilien qui était très méconnue quand même dans ce temps-là au Québec. OK. Des écoles de Jiu-Jitsu brésilien en 2000-2001. Puis c'est ça, puis j'ai commencé à m'entraîner avec eux autres. Puis après ça, ben, j'ai fait mon premier combat amateur de combat extrême, qu'on appelait dans ce temps-là, Ouais. pas d'arts martiaux mix, combat extrême. Puis je me suis fait donner une raclée, mais je suis tombé en amour avec ce sport-là. Je suis Hmm, tombé en amour avec le push d'adrénaline, puis tout ce qui englobe ça. Puis à partir de là, j'étais un petit peu coquille aussi, je pensais que ça allait être plus facile que ça. Mais à partir de là, tu sais, ça m'a remis 2 pieds sur terre, puis j'ai commencé à m'entraîner plus sérieusement. Puis là, hmm. ben, le reste, c'est l'histoire. Je pense qu'on apprend des fois un petit peu plus vite Ah oui, ben sur une oui. défaite. Des fois, sinon, on est un Exact. peu trop confiant trop vite. Mais tu sais, ça, c'est la pire phrase que tu peux dire à un athlète, mais c'est la plus vraie aussi. 100%. Tu sais, tu vas dire, ah, tu sais, t'apprends bien plus d'une défaite que d'une victoire. Tu sais, il va pas Hmm, dire ça tout de suite après qu'il ait perdu, mais hmm. il reste que c'est vrai, mais tu veux jamais l'entendre. Ouais, en fait, je pense on apprend un peu de la victoire, mais je pense qu'on apprend beaucoup plus de la défaite parce que je pense qu'on fait juste valider
quand on gagne, qu'on est bon. Fait que c'est vraiment super. Puis, Patrick, j'ai une petite question pour toi. Dans une entrevue, tu as dit que on ne peut jamais vraiment comprendre la mentalité d'un champion tant qu'on n'a pas connu la défaite, justement. Quelle est ta relation avec l'échec? Mieux. Mieux. Tu sais, moi, j'ai jamais. Comment je peux dire ça? J'ai tout le temps été fâché d'une défaite envers moi-même et non pas envers mon adversaire, non pas envers mes partenaires d'entraînement. Tu sais, j'ai souvent eu honte de revenir au gym après une défaite parce que j'avais l'impression que j'avais laissé tomber mes partenaires d'entraînement. J'avais beaucoup de partenaires d'entraînement que c'était pas ça leur job, eux autres, d'être combattants. Tu sais, le lendemain, ils s'en vont travailler, mais ils se donnaient corps et âme pour que moi, je devienne meilleur. Tu sais, quand on me dit « OK, va se faire un round avec Pat. OK, toi, c'est à ton tour. » Ces gars-là, c'était des bons athlètes, mais c'était pas ça leur job. Fait que, ils faisaient ça pour moi, puis ils ne sont pas payés pour faire ça non plus. J'en prenais soin quand même après le combat, mais il reste que pour moi, c'était plus ça. Puis à un moment donné, quand j'ai commencé à travailler avec une psychologue sportive, elle dit, ces gars-là, que tu gagnes, tu perds, ils s'en foutent. Là. Pour vrai, ils veulent juste que toi, tu sois content de comment tu performes. Puis on dirait que ça m'a comme calmé un petit peu pas mon stress, mais mon obsession envers l'échec. Oui. Ce qui me mettait beaucoup plus trop de pression sur les épaules. Puis je me suis dit, ben regarde, je vais arriver avec la meilleure façon. Je n'étais pas nerveux quand je me battais parce que je n'avais pas triché nulle part. Fait que je contrôlais ce que je pouvais. Ça, c'est la phrase qui a changé ma vie professionnelle puis personnelle. Contrôler le contrôlable. Puis j'en parle beaucoup dans ma conférence. C'est que je contrôle ce que je peux. Fait que, il y a des soirs que ça arrive que, le gars, il va me battre, ou le gars, il me battait, pas parce que c'était sa soirée, ou parce que ça se peut qu'il soit meilleur que moi aussi. Mais je me déculpabilisais de la défaite parce que j'avais fait tout ce qui était en mon possible pour être la meilleure version de moi-même ce soir-là. Quand tu sais que tu n'as pas rien négligé de ton côté, je pense que c'est plus facile de te dire, il y a eu droit à mon 100%, je ne peux pas me taper sur la tête avec ça. Ça n'a pas été assez, on va revenir plus fort, mais comme au moins, je pense que c'est satisfaisant de te dire comme j'ai tout donné. Tu peux pas, t'as pas le regret de l'action. Ben c'est ça, j'arrivais, je garde, j'aurais pas pu faire plus pour me préparer. Fait qu'il arrivera ce qui arrivera. 100%. Puis, Pat, pour ceux qui ne connaissent pas la grande histoire que tu as eue dans l'UFC, tu as fait des grands combats, tu as cheminé beaucoup. Il y a eu une période que, personnellement, en tant qu'homme, je me demande beaucoup comment ça s'est passé, mais tu es monté à l'UFC. Fait que, pour ceux qui ne connaissent pas, on fait des combats amateurs. Après ça, on signe dans une plus petite fédération. Toi, j'imagine que ça a été ton cas aussi. Tu t'es battu pourquoi? À quelle fédération? TKO. C'était TKO? C'était TKO. Je pense on a tous passé par là. Les Georges Saint-Pierre, David Loiseau, Mark Hominick, tous les grands combattants canadiens de mon époque. C'était une organisation qui était un super beau tremplin pour s'en aller dans des grandes organisations comme Bellator, comme l'UFC, comme Pride dans ce temps-là. C'était un petit peu plus difficile de rentrer au Pride, là, mais comme l'UFC comme tel. Puis on a tous vraiment passé par cette organisation-là qui nous a amenés à l'UFC. Moi, je suis rentré à l'UFC en 2004, en même temps que la même année que Georges. Mais David Loiseau a été le premier Québécois à se battre à l'UFC en 2003. C'est lui vraiment qui a été signé en premier. Là. Après ça, c'est toi ou Georges qui est rentré à l'UFC à ce moment-là? On est rentrés les deux dans la même année. Georges est rentré une couple de mois avant, je pense. Ouais. Puis c'était quoi d'être un Québécois dans un monde plus américain, je veux dire? Ils nous détestaient. Eux autres, ils avaient zéro respect. Je me souviens quand Georges s'est battu contre Matthews, il avait dit « Si je perds contre un Canadien, je vais me suicider. » C'est ses mots comme tel. On avait zéro respect. Puis, tu sais, on se battait tout le temps aux États-Unis. On se battait tout le temps quasiment soit à Atlantic City ou à Las Vegas. Puis, on se faisait marteler. Là. On se faisait crier dessus. On se faisait cracher dessus. Pour vrai, c'était ça, mais, tu sais, puis on s'entend que dans ce temps-là aussi, notre anglais n'était pas très bon. Tu vas me dire que celui-là à Georges n'est pas mieux aujourd'hui. mais tu sais, notre anglais n'était pas super bon non plus. Fait que, on n'avait pas assez de connaissances du langage pour avoir de la répartie et répondre à tout le monde. Fait que des fois, on paraissait un petit peu tata parce qu'on ne répondait pas. Mais ça s'est... Avec les performances qu'on a eues, ça s'est estompé. Mais évidemment, on a gagné des gros combats, on a fait dérailler des trains, des vedettes américaines qui s'en venaient, qui nous mettaient devant nous, puis ils voulaient les faire monter, puis c'est nous autres qui les a tassés. Fait que, ça, on a réussi à bâtir notre respect avec nos performances sportives. Je pense que vous avez tracé, en tout cas, le chemin pour beaucoup de Québécois aujourd'hui qui
qui peuvent rentrer peut-être plus facilement? Je pense à des Charles Jourdain qui sont peut-être plus considérés aujourd'hui que beaucoup d'autres. Ben, écoute, chacun a son parcours, mais il y a une chose que je suis quand même très fier, c'est que oui, c'est vrai qu'on a pavé la voie pour la prochaine génération. Puis j'espère qu'il puis je ne m'attends pas à avoir des remercies aux enfants. Puis c'est pas comme ça marche. Non. Mais il a fallu que quelqu'un fasse ce chemin-là avant. C'est sûr que les époques changent. C'est sûr que si tu me demandes, toi, à 24 ans, dans ce temps-là, est-ce que avec le talent que tu avais, tu rentrerais à l'UFC aujourd'hui? La réponse est non. Parce que le sport est tellement évolué puis les athlètes sont tellement bons aujourd'hui mais en même temps, chacun son époque. Je veux dire, puis il y a une chose que personne jamais va pouvoir m'enlever. Moi, je me suis battu pour le championnat du monde de l'UFC. J'ai joué pour la Coupe Stanley de mon sport. Fait que peu importe les époques que c'est, jamais personne ne va pouvoir m'enlever ça. Fait que c'est quelque chose, tout ce que j'ai accompli dans ma carrière, ben c'était de mon époque, puis this way it is, puis à un moment donné, ça continue. Fait que, je pense qu'il y a un respect qu'il faut que tu aies envers le sport, il y a un respect qu'il faut que tu aies envers le monde qui ont construit ce sport-là, puis qui ont participé à l'évolution de ce sport-là aussi. 100%. Je veux dire un respect envers toi-même, parce que je veux dire, tu as tracé cette voie-là, puis tu t'es prouvé beaucoup de choses, je pense, à toi-même en tant qu'athlète. Je pense qu'il faut se le rappeler aussi. Comme tu dis, oui, en tant qu'équipe, mais c'est quand même pas rien d'aller participer là. Tu es allé dans... C'est un drôle de feeling que j'imagine quand la cage se ferme et tu es devant des champions que tu dis ça sera peut-être pas facile aujourd'hui. Tu te sens tout seul un petit peu. Quand la porte se ferme, tu te dis bon, OK, je peux plus m'en aller. C'est là que ça se passe. Ouais. Mais Patrick aussi, quand tu as commencé en tant que carrière, tu as fait l'UFC, tu as fait plusieurs combats. Puis je sais qu'il y a une période de temps où je peux le dire comme ça, on t'a exclu du UFC. Comme je me demande comment que ça se passe, comment que ça fonctionne, comment qu'on t'exclue, puis comment qu'on vit ça, parce que tu as fait une remontée, je veux dire, très glorieuse par la suite. Mais parle-nous un peu de cette période-là. Ça a été rough, pour vrai. Là. Moi, en 2008, je me suis battu pour le championnat du monde, puis je me suis blessé dans ce combat-là. Je me suis éclaté le genou au 3e round. C'était contre qui, ça? C'était contre Anderson Silva. OK. Puis dans ce temps-là, Anderson Silva était comme intouchable. Personne ne l'avait battu, personne n'avait dépassé 2 rounds avec lui, puis tout le monde, c'était le combattant le plus craint de l'organisation. Puis moi, quand j'étais arrivé là, le combat était très serré, pour vrai. Puis au 3e round, j'étais le premier j'étais le premier athlète d'aller avoir l'amené au 3e round aussi. Puis pour vrai, ça allait bien, le combat. Je ne dis pas que j'étais en train de le gagner, mais je n'étais pas en train de le perdre non plus. C'était très serré. Puis malheureusement, j'ai glissé sur le logo dans le centre de l'octogone, puis ma jambe, elle a snappé. C'est vraiment une bad luck. J'aurais aimé mieux qu'il me knock, je pense, que ça arrive. Parce que ça a toujours été comme un unfinished business. Peu importe. Puis après ça, j'ai eu une longue réhabilitation d'1 an et demi. Je me suis fait reconstruire le genou 2 fois, puis ça a été long. Puis quand je suis revenu, c'était ici à Montréal, à l'UFC 113, contre un gros bonhomme, là, Alan Belcher. Puis ça allait bien. Puis tu sais, oui, il y avait un petit peu de Ring Ross, le rue de l'octogone. Ça m'a pris du temps avant d'embarquer dans le combat. Mais là, un coup, j'étais dedans, j'étais correct. Puis après ça, il m'a fait une espèce de marteau-pilon borderline légal qui m'a comme un peu ébranlé. Après ça, il m'a étranglé. Puis après, je me suis battu à Anaheim à l'UFC 121 contre un gros lutteur, Tom Lawler, ça a été un de mes pires combats en carrière. Puis je me suis fait vraiment dominer pendant 3 rounds. Puis là, l'UFC, j'étais sur une séquence de 3 défaites, l'UFC m'a mis à la porte. Qui est souvent le cas pour les gens qui nous écoutent quand on perd à l'UFC. L'affaire, c'est que l'UFC, tu vas signer un contrat de 3 ou 4 combats, mais c'est pas des contrats garantis. Ils peuvent te sacrer dehors après le premier combat. Okay. Fait qu'il y a ça aussi. Puis là, on me met dehors à 30 ans. Fait que là, je me dis, OK, 30 ans, tu sais, dans ce sport-là, c'est plus jeune. C'est pas vieux non plus, mais tu sais, est-ce que je voulais refaire des sacrifices? Puis tu sais, revenir à l'UFC, il n'y a pas grand monde qui sont capables de faire ça. Puis c'était arrivé par le passé. Fait que j'avais pris un temps de repos. J'ai fait 3 mois à l'extérieur du gym. Je suis pas allé au gym pendant 3 mois de temps. Puis quand je suis retourné, j'ai dit, OK, là, on va savoir si ça me tente. Là, j'ai mis le pied sur le matelas, puis j'ai fait OK, let's go, on repart. Mon premier combat de retour, 2 ans avant, je me battais à Chicago devant 25 000 personnes contre Anderson Silva au combat de championnat du monde. Mon premier combat de retour pour tenter de revenir à l'UFC, c'était à Blainville devant 750 personnes. C'est rough sur l'orgueil, pour vrai. Mais faut que tu fasses la part des choses. Peu importe où ce que le combat est, peu importe comment il y a du monde dans les estrades, la performance, il faut qu'elle soit faite. Fait qu'après ça, je suis parti sur une séquence de 4 victoires, puis l'UFC m'a finalement re-signé en 2012. Puis j'ai terminé ma carrière là 5 ans plus tard, en 2017. Mais
Si tu me parles de tout ce que j'ai fait dans ma carrière, des main events, des combats de championnat du monde, des fight of the night, des bonnies de performance que j'ai eues, l'affaire que je suis le plus fier dans ma vie, là, c'est ça. D'avoir été capable de revenir à l'UFC après m'être fait mettre dehors. T'sais, pour moi, là, la résilience, c'est quelque chose qui me définit beaucoup. Puis je pense que ça, c'est exactement le plus bel exemple que je peux nommer sur comment moi je suis résilient dans la vie. Puis justement, c'est exactement où je voulais en venir à cette espèce de résilience qu'il faut avoir, parce que c'est quand même pas rien de dire je me fais kicker. Peu de gens seraient remis, peut-être psychologiquement ou de l'état de ça, de sentir que je suis au-dessus des choses, que je vis une vie complètement dans une ascension incroyable, dans une carrière incroyable, dans les choses que tu viens de ton sport aussi, de ta passion. Puis là, tu retournes, je ne vais pas dire de façon peut-être un peu plus dégradante à tes yeux, d'aller te combattre vers peut-être bien des moins bons combattants, de rétrograder un peu là-dedans, puis de te dire, je vais recheminer pour refaire cette ascension-là. Tu es comme, à quoi tu t'es accroché pour pouvoir te dire, je vais remonter jusque-là, tu sais? Ben, j'étais encore passionné par ce sport-là. J'en mentionne souvent dans mes conférences. Trouve-toi une passion qui va te le faire lever le matin. Puis ça peut être n'importe quoi. La musique, les fleurs, le sport, on s'en fout. Si c'est quelque chose qui te drive, tu vas être heureux de faire ce que tu fais. Le monde me dit « t'es content d'aller au gym, t'es content d'avoir mal? » Non, mais j'étais passionné par ce sport-là, par le dépassement de moi, de devenir un des meilleurs athlètes les plus complets de ce sport-là, que je suis devenu à mon époque. Fait que c'était ça. Fait que, c'est vraiment ça. C'est pour ça que j'ai pris 3 mois à l'extérieur de gym. Quand je suis revenu, je me suis dit, OK, la passion est encore là, puis la flamme est encore là. Fait que c'est ça qui m'a comme sauvé ou donné le coup de pied dans le cul pour dire, OK, c'est bon, on va repartir pour faire ces sacrifices-là pour tenter de revenir à l'UFC parce que j'étais encore passionné de ce sport-là. Il t'a fallu combien de combats en amateur avant d'être retourné et considéré à l'UFC? C'était encore des combats professionnels. Oui, professionnel, excuse-moi, ce que j'ai dit amateur, je voulais dire... 4. Puis le dernier, on s'est en allé au Brésil. Je me suis battu au Brésil, en Amazonie, dans le fin fond de l'Amazone, à Manaus. C'est une des 5 villes les plus dangereuses au monde. Okay. J'ai eu ça après. Peut-être que j'avais ça avant, peut-être que j'aurais pas été. Mais peu importe. Je me battais contre un Brésilien là-bas. Puis il nous l'avait dit. Il dit, OK, si le gagnant de ce combat-là va probablement faire le saut à l'UFC. Parce que lui, il s'était jamais battu à l'UFC. Puis moi, il m'avait dit, OK. Puis j'étais en bonne relation avec l'UFC depuis des années, parce que moi, je suis commentateur pour eux autres depuis 2008. Oui. Ce qui fait que, tu sais, je les appelais, puis j'ai dit, OK, dis-moi qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour revenir à l'UFC. Il dit, ben là, Pat, il dit, faut que tu partes une séquence de victoire, mais il faut que tu finisses tes adversaires aussi. Il faut qu'on donne une raison de te ramener. Okay. Fait que sur mes 3 victoires, sur mes 4 victoires, j'en ai fini 3, dont celui-là au Brésil. Dans un environnement très hostile. Je rentrais, puis le monde, ça chantait « Vai Morin », ce qui veut dire « on va te tuer » en portugais. Super le fun. Mais c'est ça, j'ai passé le KO au premier round. Puis après ça, on est allé dans notre chambre d'hôtel, puis on n'a pas sorti de là. Mais à cause de ça, tu sais, ça, c'est un autre sacrifice que j'ai fait. Tu sais, on s'est en allé ailleurs, dans un territoire hostile, loin de chez nous, dans le fin fond. Tu sais, le monde dit « Ah, t'es battu au Brésil, c'est cool. » Non, je me suis pas battu à Rio, je me suis battu en Amazonie, là, dans le fin fond, ce qu'il y a des aborigènes. Là, tu sais, c'était pas si glorieux que ça. Là. Mais il reste que c'était le sacrifice que j'étais prêt à faire pour revenir où ce que je pense que j'aurais jamais dû partir. Ouais. Pour ceux qui nous écoutent, finir, c'est juste d'aller chercher le KO ou la soumission, c'est de ne pas aller en décision, dans le fond. Ouais. Fait que tu en avais 2 sur 3 qui se sont rendus, puis une 3e en victoire en décision. Exact. Quand même vraiment impressionnant. Puis, tu sais, c'est sûr que je peux pas m'empêcher de passer à côté, mais la famille, tu sais, comment c'était de dealer avec tout ça? Est-ce que tu étais papa à l'époque? Non, j'étais encore à ce moment-là. Okay. Mais, tu sais, j'avais pas d'attache comme telle. Fait que, tu sais, comme je te dis, j'étais très égoïste. Ouais. Puis j'avais pas le choix de l'être dans ce sport-là pour être capable de revenir où ce que je voulais être. Puis j'ai performé à ce niveau-là élite, justement, à cause que cette période-là, fallait l'être. Puis c'est pas. J'ai pas de regret de ça du tout. Moi, je pense que être égoïste dans la vie, c'est pas mauvais. T'sais, si t'es pas bien avec toi-même, tu peux pas être bien avec les autres. Là. Fait que, faut que tu règles tes problèmes avant de régler les autres. Puis ça, je le dis à tout le monde. Mais c'est vrai que tu dis ça aujourd'hui, c'est mal vu, mais il reste que dans des situations comme ça, dans un monde comme ça qui est complexe, t'as ta destinée entre tes mains, t'as pas le choix d'être égoïste. Là. 100%. Fait que, Patrick, remontée incroyable, on va se le dire. Beau chemin de résilience, un beau message pour tous les jeunes aussi face à la persévérance. Je pense que ça va marquer beaucoup, beaucoup de gens. Tu as un retour à l'UFC,
puis tu as eu plusieurs combats. De là, ça l'a monté jusqu'à 30 kicks que tu disais. Tu as eu, je sais plus, sur 30 kicks combats, je me disais, dont Anderson Silva, dont des champions, donc qui t'ont marqué, d'autres qui t'ont blessé, d'autres qui t'ont marqué, mais je me disais, c'est quoi le combat que si jamais tu aurais eu, que tu n'as pas eu, que tu aurais voulu faire, qui serait à refaire, ce serait lequel? Ah, ben ça, c'est facile. Moi, c'est Robbie Lawler qui est un de mes combattants préférés. C'était un gros brawler comme moi. Puis ça a passé proche qu'on se batte un contre l'autre. Le combat avait été annoncé, puis finalement, il s'est blessé. Mais j'ai aucun regret dans ma carrière, pour vrai. Mais si tu m'en demandes un d'un combat que j'aurais voulu avoir, c'est vraiment contre Robbie Lawler, parce que c'est comme un de mes combattants préférés. J'aurais aimé ça partager l'octogone avec. Je sais que ça aurait fait un combat de débile. Je sais qu'on aurait sorti les deux maganés, 100%. Puis il y a un menton d'acier comme le mien. Fait que, tu sais, ça n'aurait pas là fini en décision, mais on aurait été maganés, mais en même temps, après, on aurait été prendre une bière ensemble, puis on s'aurait tapé dans la main, puis on aurait sûrement fait 50 000 de bonus de la soirée à cause du combat. Mais c'est ça, tu sais. Fait que, mais oui, Robbie Lawler, c'est le combat que j'ai jamais eu. Puis, parlant de combat complètement incroyable pour toi, j'ai su que tu as eu la chance de te battre contre un de tes idoles. Donc, si tu me permets, j'ai une petite question pour ça. Tu as eu l'occasion de monter dans la cage face à ton idole de l'époque, Tito Ortiz. Qu'est-ce que ça t'a fait d'affronter quelqu'un que tu admirais depuis longtemps? Est-ce que c'était un rêve qui se réalisait ou quelque chose que tu n'aurais jamais peut-être pu imaginer à ce moment-là? C'est drôle parce que moi, je me suis battu contre Tito Ortiz à l'UFC 50. Puis à l'UFC 43, j'étais allé à Las Vegas voir Tito Ortiz contre Victor Belfort. Et j'avais une caméra dans ce temps-là. Puis j'en parle, j'ai encore des frissons. C'est vraiment bizarre. Puis j'ai le billet. Puis à un moment donné, je dis, tu l'entends dans la caméra, je dis, à un moment donné, ça va être marqué côté contre Ortiz. Wow. Ça, c'est l'UFC 43. Mais tu sais, jamais. Je visualisais ça, mais tu sais, j'étais pas rendu. J'étais même pas à l'UFC encore, de toute façon. Puis tu sais, la manière ça s'est fait, oui, je me battais sur cette carte-là, mais tu sais, lui, son adversaire s'est blessé en combat main event, puis il cherchait un adversaire pour remplacer l'adversaire de Tito Ortiz, qui dans ce temps-là était le gros poster boy de l'UFC, l'ancien champion du monde. C'était la grosse vedette qui vendait des billets pour l'UFC. Puis il n'y a pas un débile qui a accepté un combat qu'à Joe Davy de se battre contre Tito Ortiz, à part nous autres. Mais c'est la meilleure décision que j'ai prise. Le 22 octobre 2004, c'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. Puis moi, je ne crois pas à la chance, je crois aux opportunités. Puis on m'a donné l'opportunité de rentrer par la grande porte de l'UFC. Mon premier combat à l'UFC était un combat main event à Atlantic City devant Tito Ortiz. Wow. Puis j'ai perdu ce combat-là par décision. Je n'étais même pas supposé d'être là de 1. Je n'étais même pas supposé passer le premier round. Tout le monde était là, mais ça va être un meurtre. Il m'a battu pendant 3 rounds. Mais j'ai perdu ce combat-là, mais j'ai gagné la soirée. Après ça, personne ne parlait de la victoire de Tito Ortiz. Tout le monde parlait de « Hey, c'est qui ce Canadien-là? Comment ça qu'il a résisté à tous les coups de coude qu'il a reçus? » On a reçu quasiment 300. Mais c'est ça. Les opportunités, puis tu parlais tantôt de ma relation avec la défaite. C'est la meilleure chose qui m'était arrivée de perdre ce combat-là dans ma vie aussi. Parce que je n'étais pas rendu à ce stade-là. Il fallait juste que je montre qui j'étais, puis quel chien, quelle résilience que j'avais. Dans ce combat-là, j'en ai montré beaucoup de résilience. Il y en a beaucoup qui auraient abandonné à un moment donné parce que c'était beaucoup, mais même l'arbitre, à un moment donné, il me regarde et dit « OK, I'm good, c'est correct. » J'avais jamais eu l'intention d'abandonner. Mais après ça, même 15 ans après, quand je me battais, qui montraient des vidéos de présentation avant les combattants rentrent dans l'octogone, il y avait encore des images de ce combat-là. Fait que, ça a défini un peu le genre d'athlète que j'étais et que j'allais devenir. Oui. Mais tu vois, je pense que c'est pas juste les grandes victoires qui marquent les histoires. Je pense que les grandes performances aussi. Fait que clairement, tu as dû en donner une qui va faire en sorte que beaucoup de gens vont s'en rappeler. Puis je me demandais, est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière où tu as dû laisser quelque chose derrière toi pour pouvoir continuer d'avancer? Comme, y a-tu un moment où tu t'es dit, écoute, avec cet ego-là, si je comprends pas que je suis encore un étudiant, ça ne fonctionnera pas. Y a-tu un moment où tu t'es dit, écoute, il va falloir que je step back parce que... Je te dirais que j'ai pas eu besoin de me le dire, de le laisser aller. Tu sais, quand le sport te le remet en pleine face. Tes partenaires d'entraînement te le remettent en pleine face. Tes adversaires te le remettent en pleine face. Tu arrives, t'es trop arrogant ou tu penses que tu es au-dessus du sport.
il y en a tout le temps un qui est là puis qui va être là pour te donner de la misère. Puis c'est ce que j'aime dans les gyms, c'est ce que j'aime des arts martiaux, c'est une des places où ce que tu vas aller chercher le plus d'humilité possible. C'est vrai. Tu vas arriver, tu penses que tu sais te battre, tu penses que tu es capable de brasser tout le monde, va dans un gym professionnel, un bon gym, pas juste des brain damage. Là, des piocheurs Exact. Non, un vrai gym qui font ça sérieusement. Va sur le tatami, va sur le tapis avec des gars qui font du jiu-jitsu brésilien. Tu vas sortir de là avec l'humilité qui est dans le tapis, là, je te le confirme. Fait que c'est pour ça que moi, les arts martiaux, c'est quelque chose qui m'a aidé à devenir une meilleure personne, mais justement à cause de ça. À cause de l'humilité que ça va t'apporter. Puis surtout que si tu te fies à l'apparence quand tu rentres au gym, t'es mort. C'est vrai, 100%. Parce que le gars de 17 ans, de 125 livres, là, il peut te piner à terre, puis il peut te garder là, puis ça va être frustrant longtemps. Là. C'est en 2025, on disait tantôt, on se fie plus aux oreilles qu'on se fie, c'est ça. qu'on se fie à la chaise, ça ment pas, ça. Bonjour tout le monde, je voulais prendre un court instant pour remercier les commanditaires qui ont chaleureusement soutenu la réalisation de la saison 1 de l'envers de la médaille. D'un côté, vous avez Construction CD avec une spécialisation en rénovation, construction et une spécialisation aussi en revêtement extérieur, donc je le recommande fortement pour vos travaux en tout genre. Et d'un autre côté, vous avez Construction à l'extérieur, qui est une entreprise transmise de père en fils, qui est une entreprise en sciage de béton. Si jamais vous avez des travaux pour du béton à faire couper, sincèrement, c'est une entreprise familiale, une entreprise incroyable. C'est des gens aussi qui n'ont pas hésité à soutenir le projet quand on leur a parlé de la vision qu'on avait avec l'envers de la médaille. Et par-dessus tout, je voulais vous dire à vous un énorme merci de faire partie de notre auditoire. Je suis toujours surpris de voir qu'il y a des gens qui prennent de leur temps pour cliquer et regarder les choses qu'on décide de produire pour vous. Sincèrement, ça me fait vraiment chaud au cœur et merci de choisir l'envers de la médaille. Je vous souhaite vraiment une bonne écoute. Patrick, suite à ça, beaucoup de combats s'est enchaîné jusqu'à la fin de ta carrière. J'aimerais ça comprendre un peu quand est-ce que tu en es arrivé justement à dire que ça suffisait pour toi dans ta carrière? Bien, j'étais en fin de carrière, mais tu sais, j'ai changé de catégorie de poids, moi, en 2014. J'ai baissé à 170 livres. Ça a comme donné un deuxième élan à ma carrière. Je suis parti sur une séquence de victoires, des knockouts, puis là, tout le monde était OK, il est peut-être reparti pour une autre course au titre. Puis quand je me suis battu à Ottawa contre Donald Cerrone, c'était vraiment le combat pivot pour moi. J'avais 36 ans. Ma femme était enceinte de ma première fille. Puis c'était le combat pivot. Si je gagnais ce combat-là, je savais que j'étais parti pour un title run. Sinon, ben, tu sais, il m'en restait plus grand dans le corps à 36 ans. Puis ça faisait, j'ai fait ça pendant 15 ans de temps. J'ai eu des grosses blessures. J'ai eu des grosses guerres, moi aussi. Je n'étais pas un grand technicien. Je n'étais pas un grand athlète. Je l'ai toujours dit. Sauf que j'avais le cœur qui était plus gros que la terre. Puis il y a du monde qui a bien plus de talent que moi, qui n'ont jamais de combat de championnat du monde, justement parce qu'il n'y avait pas cette rage-là à l'intérieur. Fait que des fois, le talent, c'est pas tout non plus. Mais tu sais, je m'en suis jamais caché que j'étais pas un grand technicien et un grand athlète, mais j'étais un vrai combattant, par exemple. J'étais un vrai fighter, puis quand la porte se fermait, je me dans mon ball piece, puis let's go, on y va. Mais ça a donné aussi que ça a donné des guerres et des guerres, que ça allait hypothéquer mon corps énormément. Fait que rendu là, ce combat pivot-là, qui a très mal été, ça a été une mauvaise soirée pour lui, ça a été une très bonne soirée pour lui. Mauvaise soirée pour moi, mais bonne soirée pour lui. Puis j'ai perdu ce combat-là. Puis là, on avait déjà parlé, ma femme puis moi, puis elle dit OK, elle a toujours respecté. Si tu veux continuer, je vais être là, il n'y a pas de trouble. Puis là, quand j'ai perdu ce combat-là, j'ai pris un bon temps de repos, puis j'étais OK, plus correct. Là, ma fille est née. Puis à mon dernier combat, c'était à l'UFC 210, c'était à Buffalo, contre un autre vétéran, Thiago Alves, qui est un de mes amis. Je suis vraiment content d'avoir fait ce dernier combat-là en carrière contre lui. Sauf que je ne l'avais pas dit à personne. Moi, je savais que c'était mon dernier combat. J'avais juste dit à mon entraîneur 2 mois avant. Je suis rentré au gym. Puis là, je suis allé dans le bureau. J'ai dit, Fabio, ça va être le dernier. Il dit, c'est assez. Il dit, good. Il dit, je savais que ça allait venir bientôt. Je ne savais pas quand. Mais il dit, c'est good, pas de trouble. J'ai dit, une affaire, par exemple. Il dit, je veux pas que tu en parles à personne. Je veux vivre ça tout seul. D'une façon, encore une fois, égoïste. Mais je veux pas que personne partage ces derniers moments-là avec moi. Je me suis dit, je me dois ça à moi-même. Les 15 dernières années que j'ai fait de sacrifices là-dedans, ma dernière marche vers l'octogone, ma dernière coupe de poids, ma dernière marche vers l'octogone, la dernière fois que Bruce Buffer va crier mon nom, la dernière fois que je vais faire le fist pump avec mon adversaire, toutes ces dernières fois-là, je ne voulais pas que personne d'autre partage ces moments-là que juste moi qui le savais. Même mes 2 hommes de coin ne le savaient pas non plus que c'était mon dernier combat. Ma femme ne le savait pas non plus.
Puis ça a donné que c'était à Buffalo. Puis à Buffalo, on s'entend, il n'y a pas grand-chose à faire là. Fait que d'habitude, ma femme, elle venait tout le temps. Mais là, ma fille avait une couple de mois. Je disais, hey, pour vrai, reste dans la maison. Là, c'est à Buffalo. À part des brasseries puis des cols bleus, il n'y a pas grand-chose à faire là, pour vrai. Fait que tout le monde était chez nous sur le projecteur, puis il écoutait le combat. Puis ça a été un combat qui a défini ma carrière aussi. Ça a été un combat dur. J'ai saigné, j'avais la face en sang. Je suis content d'avoir saigné à mon dernier combat. Le monde qui n'aime pas le sport de combat, ils ne peuvent pas comprendre, là, mais je suis content d'avoir ce combat-là. Puis ça s'est fini par une décision, un combat super serré que Thiago a gagné. Puis j'ai enlevé mes gants. Puis d'habitude, ils ne font pas d'entrevue avec les perdants. Puis j'ai enlevé mes gants, je les ai mis dans l'octogone, qui est comme le signe universel de OK, c'est fini. Puis Joe Rogan est venu me voir, puis il dit ouais, tu seras bon, on va parler à Thiago Alves, mais là, il m'a fait une entrevue avec moi. Fait qu'il m'a donné la chance de dire merci aux partisans, merci à l'organisation. J'ai pu m'exprimer en français aussi pour le monde qui m'écoutait au Québec. Puis je suis parti. Puis là, j'ai appelé ma femme après dans le vestiaire, puis ma femme a dit pour vrai, sérieux, il dit t'as bien fait. Elle a dit t'as bien fait d'avoir vécu ça avec toi, d'avoir été égoïste, de ne pas avoir voulu partager. Elle a dit c'est parfait. Fait que tu sais, si tu me demandes est-ce que je m'ennuie de me battre aujourd'hui, la réponse est non. Mais je vais tout le temps m'ennuyer de ces moments-là, je ne pourrais pas jamais recréer. La marche vers l'octogone, toute cette 20 000 personnes qui crient mon nom, qui m'aiment ou qui ne m'aiment pas, peu importe, toutes ces affaires-là. Mais je les ai vécues tout seul le dernier moment. Fait que pour moi, ça a comme fait, ça m'a mis en paix avec ma décision. Puis je suis parti sur mes propres termes aussi. Ouais. Ce qui fait qu'il n'y a pas personne qui m'a mis dehors. Je ne me suis pas fait knocker. Il me restait peut-être 2-3 combats dans le corps, quand même, que je pense dans ce temps-là. Mais j'étais tanné. Puis je m'étais toujours dit, je ne veux jamais faire le combat de trop. C'est ce qui me terrifiait depuis le jour 1 que j'ai fait ce sport-là. Puis même j'ai perdu mes 2 derniers combats, le monde il me parle de ma carrière aujourd'hui. Fait que je me dis, j'ai réussi ma sortie. 100%. Puis je me dis, est-ce que c'est parce que tu avais peur d'avoir des regrets, que tu voulais le vivre à 100% tout seul pour dire j'ai été la tête là, je l'ai vécu à 100%, tu t'es dit, je voulais pas me dire j'aurais dû en donner un peu plus ou... Non, je voulais pas avoir cette espèce de battage médiatique autour de ça. Qu'on en fasse un gros plat puis que ça devienne plus gros que moi je voulais le vivre. Je pense c'est beaucoup ça, tu sais. Je voulais vivre ça vraiment moi-même. Je voulais le vivre avec moi-même. Ouais. Puis je referais exactement la même chose. Puis quand tu t'es posé la question pour savoir si tu envisageais une retraite, est-ce que c'est parce que tu t'es dit la mécanique commençait à pousser? Est-ce que c'est la côté de la famille, les enfants? Puis je parlais du combat de trop, mais je m'étais toujours dit, si à un moment donné, je me réveille le matin puis je me dis, ça me tente pas d'aller au gym un matin, ça va être là. Puis 2 mois avant ce combat-là, je commençais mon camp d'entraînement, puis ma fille avait une couple de mois, était à la maison, ce qui me tentait moins de partir de la maison, parce que quand je partais de la maison, je m'entraînais 2-3 fois par jour dans différentes disciplines, puis je revenais le soir, fait que, puis moi, je suis tout le temps resté sur la Rive-Sud de Montréal, puis je m'entraînais à Montréal ou dans le West Island. Fait que, je partais, puis je revenais pas. Puis je m'en souvenais, à un moment donné, je me suis réveillé, puis j'ai fait « fuck, ça me tente pas aujourd'hui. » Puis là, ça fait « oh, on est rendu là. Wow. OK, c'est aujourd'hui, ça. » Fait que là, cette journée-là, je me suis écouté, puis je me suis dit, c'est vrai. J'ai dit, là, 15 ans, je me suis dit, mais que cette journée-là arrive, ça va être le temps de s'en aller. Wow. Fait que, méchant beau geste, en tout cas. Envers moi-même, en tout cas. Envers toi-même, mais aussi de le quitter. J'aime aussi Joe Rogan, qui t'avait permis de le porter. J'imagine, comme tu dis, c'est pas tout le monde qui doit avoir la chance de s'exprimer là-dessus. Oui, exact. Tu sais, puis de le vivre. Je me dis, comment tu l'as vécu par la suite? C'est beaucoup plus tranquille, un peu, les entraînements. Oui, puis tu sais, ça a retombé énormément. Puis tu sais, j'avais préparé mon après-carrière quand même, tu sais, fait que ce qui fait qu'une carrière, c'est une retraite, c'est jamais facile de prendre ça quand c'est ta passion pendant 15 ans de temps. Mais j'avais préparé mon après-carrière, tu sais, j'avais placé mes choses, puis j'étais correct, tu sais. Sauf qu'à 37 ans, je ne vais pas m'asseoir chez nous à rien faire non plus. Mais, tu sais, après un combat, je prenais tout le temps 1 semaine ou 2 de congé avant de retourner au gym. Mais là, à un moment donné, là, après ces 2 semaines-là, là, je me lève le matin, le chien jappe, le bébé pleure. Là, ma femme a dit va plier du linge. Je dis, OK, je suis pas supposé être ça. Ça fait 15 ans, je suis au gym, moi. Ouais. Puis ça a été rough. Ouais. Ça a été rough. Je dis, OK,
OK, là, moi, ça fait 15 ans que là, aujourd'hui, lundi matin, je suis supposé être au gym, là, je suis là, là. Fait que ça, il y a une adaptation à faire. Ouais. Ouais, Puis, j'imagine que c'est un coup dur, comme tu dis, c'est un entraînement différent. ouais, exact. On n'endure pas les mêmes choses, mais une période d'adaptation. Mais je me dis, après ça, tu as fini, petite période d'adaptation. T'as-tu continué l'entraînement? Tu continues à Ouais, persévérer? Ça fait partie de toi quand même. ouais, je continue à faire du jiu-jitsu, là, mais tu sais, de la boxe, puis tu sais, le reste, tu sais, ça, j'en fais plus. Hmm. Euh, tu sais, le jiu-jitsu, ça reste que j'adore faire du jiu-jitsu, mais tu sais, je m'entraîne, je fais de l'entraînement fonctionnel. Je me garde Ouais. en forme quand même pour 3 raisons. La première, c'est que si moi j'arrête de m'entraîner, mettons je pars en vacances 2 semaines, Hmm. mon corps il fait mal. Tu sais, Ouais. il faut que je garde la machine huilée, on dirait, Ouais. parce que je vais tout pogner d'un pain. Hmm. Fait il y a ça pour être en santé et pour que mon corps marche. La deuxième raison, c'est pour que je puisse suivre mes kids. Tu sais, là, j'ai un petit gars de 5 ans, j'ai une petite fille de 9 ans. Tu sais, je vais être capable de jouer au soccer avec eux autres. Je vais être capable de 100%. tu sais, de les suivre. Tu sais, j'ai le corps hypothéqué, j'ai un corps qui est magané, mais tu sais, si je l'entretiens, je vais être capable encore de les suivre pendant super longtemps. Puis, tu sais, moi, je suis le premier à être à terre avec mes enfants. Puis, tu sais, je suis tout le temps là, tu sais. Fait que, il y a ça. Puis la troisième raison, ben, c'est pour que ma femme, elle me trouve encore beau. 100%. Mais c'est niaiseux, mais c'est ça pareil. Puis, tu sais, peut-être que là, on va dévier un peu, mais moi, je trouve ça important d'en parler. Tu sais, moi, ça fait 11 ans là, que j'étais avec ma femme. Puis, tu sais, oui, nos corps ont changé. Elle a eu 2 enfants. Puis, tu sais, moi, j'ai plus la shape que j'avais quand je me battais. Mais il y a quand même une espèce de continuer à faire attention à nous autres pour continuer de séduire ton partenaire ou quoi de même. Puis, tu sais, moi, toutes les fois, tu sais, j'ai du monde qui dit ah, mais tu sais, moi, ma femme, elle me touche plus. Nan, nan. Ouais, mais check-toi. Là, c'est très rough ce que je dis, mais en même temps, tu sais, c'est ça pareil. Tu sais, je trouve ça important que tu sais, tu continues à rester désirable pour l'autre. Fait que c'est la troisième raison pourquoi que j'essaie de rester présentable. Mais je partage exactement ton opinion. Je trouve que c'est notre responsabilité. Puis c'est drôle, hier, j'ai parlé de ça à quelqu'un j'appelle ça la responsabilité par amour. Je dis le fait de prendre soin de toi pour pouvoir jouer avec tes enfants, Ouais. d'être le bon leader, d'être le bon parent, de leur montrer que, regarde, il n'y a pas d'âge pour dire je suis pas trop vieux pour ci, je suis pas trop vieux pour ça, je suis pas trop vieux pour décider de réapprendre quelque chose, de faire de quoi. Tu sais, puis envers ta conjointe, je trouve que c'est justement ta responsabilité. Puis je trouve qu'on peut demander à quelqu'un quelque chose qu'on donne d'abord. Fait que, tu sais, si tu prends soin de toi, je pense que tu peux exiger ça ou essayer de moins Ouais, d'avoir ben, cette tu sais, culture-là. Tu sais. c'est un cycle aussi, tu sais. Tu sais, puis si tu prêches par l'exemple aussi, tu sais, tu vois, tes enfants, là, tu joues avec eux autres, puis tu leur fais faire du sport, tu fais du sport avec eux autres, puis ils voient que même rendu à mon âge, à 46 ans, ben, tu sais, je suis 45, genre 46, mais tu sais, je m'entraîne encore, j'essaie de rester en forme, puis tu sais, je me donne des défis, puis peu importe. Fait que je pense que ça aussi, tu sais, tes kids, ils te regardent, puis tu sais, ils vont voir l'exemple à suivre, tu sais, qu'est-ce que tu fais, ils vont recréer ça à un moment donné. 100%. Parce que je ne doute pas que tu es un super bel exemple, en tout cas pour les autres. Ben, Déjà de j'essaie, en résilience. tout cas, j'essaie. Pour vrai, je pense que je suis un bon père. Hmm. En tout cas, je suis présent. Je suis là. C'est ça qu'il faut. Ouais. Pat, justement, fin du UFC, début de carrière professionnelle un peu qui est l'après carrière sportive. Tu as été, dans le fond, tu es communicateur pour l'UFC dans plusieurs endroits, dont TVA Sport, TVA RDS, dans plusieurs endroits. Comment ça fonctionne par la suite, une fois que tu n'es plus dans l'octogone, avoir ces contrats-là, communiquer, comment, c'est-tu quelque chose que toi tu désirais à ce moment-là ou ça a été une proposition? Ben, pour vrai, c'est quasiment c'est une luck un petit peu qu'on a eue. Ben, l'UFC, quand il est venu ici à Montréal, c'est en 2008, c'est l'UFC 83, c'est la première fois qu'il est venu à Montréal. Puis c'était quand Georges Saint-Pierre est allé rechercher sa ceinture contre Matt Serra. Oui. C'était le premier. Puis là, il voulait avoir des descripteurs francophones. Fait que moi, j'avais déjà fait ça à V, dans un TQS, V, c'est ça. Ouais. Ils connaissent quasiment pas TQS, là, mais ça date de très longtemps. Puis j'avais fait des voice-over par-dessus des combats qui avaient déjà existé. Fait que, tu sais, ils savaient que j'avais déjà fait ça. Fait qu'ils ils ont demandé ça, puis ils m'ont demandé si ça me tentait de faire ça, puis avec Jean-Paul. Puis, oui, on l'a fait. Puis au début, on faisait juste des pay-per-view. Ils ont aimé la vibe, puis ils ont vu aussi que le marché canadien, le marché québécois francophone, est très, très fort. Évidemment, oui, il y a eu David Loiseau, il y a eu moi, mais c'est sûr que Georges, pas mal le kingpin, là, Oui. même international. Là, c'est pas mal de sa faute si le sport a Oui. vraiment explosé ici au Québec.
et même au Canada. T'sais. Ce qui fait que là, ils ont commencé à vouloir qu'on en fasse un peu plus. On a voyagé beaucoup pour faire des événements sur place. Puis quand TVA Sport en 2011 est arrivé, ouvert, ben là, ils ont acheté, ils ont vendu des droits francophones à eux autres. Puis là, depuis 2011, ben, nous, on fait ça. On les fait quasiment tout, à part 7-8 par année, parce que on n'a pas les droits pour ce genre de gars-là qui est juste sur Fight Pass. Mais sinon, c'est ça fait 17 ans qu'on fait ça. Là. Fait que 17 ans que tu commentes des combats comme ça. Je commence à connaître ça. Là. Ouais, j'imagine. Hein? Puis quand tu commentes, tu t'en revois-tu un petit peu d'un fois? Ou, je me revois pas, mais je sais ce que les gars feel. Ouais. Puis je pense que ma grande force comme commentateur, c'est que j'ai réussi à vulgariser ce sport-là pour que les grands fans, je les prenne pas pour des idiots. Puis ceux qui connaissent pas ça sont capables de comprendre assez vite sans que ce soit trop compliqué. 100%. Fait que ça, je peux te dire que je suis assez fier de ça, d'avoir été capable de trouver une ligne où ce que tout le monde va comprendre sans qu'on les mette dans une boîte ou un autre. Puis, c'est sûr, avoir l'œil intérieur, tu sais, moi, je l'ai vécu 37 fois, là, tu sais, où ce qu'ils sont, eux autres, tu sais, puis je l'ai vécu des bons moments et des très, très mauvais. Fait que, tu sais, je sais, quand ça fait 5 minutes qu'il est en dessous, il n'y a pas de fun, là. Non. Fait que, tu sais, je peux savoir comment il feel comme tel un peu. Fait que, il y a ça aussi qui est intéressant. Tu sais, tu peux bien avoir le meilleur journaliste au monde, mais si tu n'as jamais été dans l'octogone, tu sais, ce que tu vas dire est peut-être moins crédible un petit peu, tu sais, ce qui fait que je pense que c'est le fun. Puis, tu sais, moi, j'étais un fan de ce sport-là avant, pendant, puis je suis encore. Tu sais, ce sport-là, je l'ai tatoué sur le corps, pas juste à cause des cicatrices, mais ça fait partie de moi, tu comprends? Et j'aime ça. J'aime ce sport-là encore comme au premier jour. Fait que même quand tu faisais pas le sport, tu le regardais encore tout autant. Tu étais en amour avec le sport. Oui, ben tu sais, je te dirais mon amour pour le sport s'est développé en le pratiquant beaucoup 100%. plus, en comprenant toutes les petites subtilités de ce sport-là aussi. Mais surtout avec l'évolution qu'il y a eu de ce sport-là. Ouais, je pense que l'évolution que ça t'a fait faire aussi, j'imagine, en tant que personne. Là. Tous les sports, tous les entraînements qui ont découlé, les victoires, les résiliences, ça t'a bâti en quelque sorte. Oui, exact. Fait que vient les sports l'animation, de sport, qui est ta passion. Puis ensuite, tu as eu plusieurs contrats, plusieurs conférences. Est-ce que tu étais déjà conférencier à ce moment-là? Comment c'est arrivé? Non, comme tantôt tu parlais des 2 livres. Le premier livre qui s'appelle Tout est possible, c'est un livre que j'ai sorti sur la résilience et la motivation. Oui. Puis tu sais, je suis pas un coach de vie, voilà. Je suis pas un preacher non plus. Je vais pas te dire qu'est-ce qui est meilleur pour toi. Je vais parler de mon parcours, de moi, qu'est-ce que je me suis construit pour être capable de revenir au sommet quand j'ai eu des très, très gros downs. Puis si ça te parle, tant mieux. Puis je pense que, tu sais, sur tout ce que je dis dans ma conférence, si je suis capable d'en empoigner un ou deux, ma job est faite. Fait que, tu sais, c'est beaucoup ça. Tu sais, je parle de comment moi j'ai réussi à revenir, comme je disais, là, tu sais, au sommet, un coup que j'ai eu des gros downs, puis ça a marché pour moi. Fait que, tu sais, si ça marche pour toi, s'il y a quelque chose qui te parle là-dedans, tant mieux. Mais tu sais, c'est ça l'affaire. C'est que oui, je donne des conférences sur la résilience de la motivation, mais c'est d'après mon parcours à moi. Fait que tu sais, c'est pas de la. Je suis pas un preacher. Non, je comprends. Patrick, à 38 ans, tu es retourné sur le banc d'école pour suivre une formation en art dramatique. Depuis, on t'a vu dans Indéfendable, Alerte politique, Double jeu, Les armes et bien d'autres productions. Avec ton parcours unique, comment perçois-tu aujourd'hui l'évolution de ta carrière d'acteur? Je me suis fait souvent dire que c'est le fun de travailler avec des athlètes parce qu'on arrive ultra préparé. Puis moi, ça a toujours été ça. Puis tu sais, c'est sûr, moi, j'ai un passé militaire aussi. Hein, fait que, tu sais, j'ai peut-être dans mon subconscient, tu sais, la discipline, c'est une des raisons pourquoi je suis sorti de l'armée, parce que j'étais tanné de la discipline. Mais la discipline logique, moi, j'ai pas de problème avec ça. Fait que je pense que inconsciemment, quand même, ça m'a rendu discipliné pour être un athlète professionnel. Parce qu'il faut que tu vives tu peux être un athlète professionnel, mais il faut que tu vives le style de vie aussi d'un athlète professionnel si tu veux performer. Mais dans tous les aspects, quand je suis passionné pour quelque chose, m'est arrivé préparé. Puis j'ai redécouvert cette passion-là dans le monde du jeu aussi. En étant acteur, je suis passionné de ce métier-là présentement, autant que j'étais passionné du sport pendant 15 ans de temps. Ce qui fait que je pense que quand j'arrive, je suis bien préparé. Puis, à toutes les fois, j'ai un rôle, à toutes les fois, j'ai une audition. Je me prépare jamais tout seul. Comme quand je me battais, j'ai un coach de jeu, je l'appelle, on travaille des scènes ensemble, puis on présente quelque chose.
de bien. Puis comme dans les combats, tu as bien beau te préparer, ton plan de match, à 95% du temps, ne marchera pas. Fait qu'il faut que tu sois capable de te retourner sur un descend. Dans le jeu, c'est la même chose. Tu vas présenter une proposition au réalisateur, puis là, il va dire moi, c'est pas de même que je le voyais plus dans là-dedans. Pas de trouble. Ça aussi, je l'avais préparé. Fait que, il faut que tu sois capable de te retourner pour donner ce qu'eux autres avaient pensé, parce que c'est bien rare que tu penses la même affaire sur la proposition du rôle qu'eux autres qui avaient sur le personnage. Wow. Puis, tu sais, je trouve ça bien comment tu as trouvé le moyen de mettre un peu ta résilience puis ton côté un peu plus discipliné sportif dans ta carrière. C'est quelque chose que tu essaies de dupliquer avec tes enfants? Oui, peut-être trop un peu. Ouais. Tu sais, j'ai pas beaucoup d'empathie. C'est pas vrai. Non, c'est vrai. J'ai pas beaucoup d'empathie. J'y travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais en même temps, tu sais, moi, la pire punition que je peux donner à mes enfants, c'est je dis papa, il ne jouera pas avec vous autres à soir. Ça, j'ai casse direct. Tu sais, moi, je chicane pas mes enfants, je les éduque. Tu sais, j'envoie pas mes enfants dans leur chambre. Tu sais, s'ils ont besoin d'un temps de repos, c'est beau, tu sais, va te calmer. Mais je m'assois avec eux autres, puis je leur parle. Je dis, tu sais, moi, j'ai pas aimé ça. Je suis fâché parce que ça. Tu sais, je crois pas. En tout cas, chacun a sa façon d'élever leurs enfants. Là, il n'y en a pas une meilleure qu'un autre. C'est dépendamment de ta personnalité, mais moi, je crois beaucoup à la communication avec ma famille, avec mes enfants. Puis c'est de même qu'on bâtit quelque chose. Puis, tu sais, c'est très calme chez nous. Tu sais, il n'y a personne qui crie. Puis, tu sais, j'ai pas besoin de crier pour dire à mes enfants qu'il y a une conséquence qui va arriver. Tu sais, si ça marche pas. Mais j'ai des bons kids, tu sais. Puis en même temps, je pense pas qu'on est chanceux. Je pense que ma femme et moi, on est un team de parents extraordinaires. Puis on a les mêmes valeurs aussi. Ce qui fait que, tu sais, on est bien, puis c'est correct. Là, puis s'il y en a qui élèvent leurs enfants d'une autre façon, puis si ça marche pour vous autres, c'est correct aussi. Ils ont quel âge actuellement? 4 puis 8. Là. Je dis 5 puis 9 tantôt parce que leur fête, c'est dans 2 semaines. Est-ce qu'ils ont eu à pratiquer le sport à date un peu? Oui, mais mes enfants, ils font du sport depuis qu'ils sont nés. OK. Je les pousse pas dans rien, mais je leur ai donné beaucoup d'options. Tu sais, ma fille a fait de la gymnastique, du cirque, du jiu-jitsu brésilien, elle a fait du soccer, elle a fait du patin. Moi, je veux lui donner le plus de choix possible. Après ça, tu choisiras ce que tu veux faire. Mais je trouve ça important qu'il soit actif. Mon gars, c'est la même chose. Mon gars, il a commencé le hockey l'année passée. Là, il veut faire du breakdance. Faire du breakdance, mais pas trop. Ça me dérange pas. On va faire ce que tu veux, mais pourvu que tu fasses quelque chose que tu es capable de te développer là-dedans. Ouais. Si tu me demandes, t'aimerais-tu que tes enfants suivent tes traces? La réponse, absolument pas. C'est pas... moi, je me suis battu pour pas que mes enfants aient besoin de le faire. J'ai tout le temps ça. Fait que c'est pas une vie facile, surtout pas aujourd'hui. C'est tellement contingenté, c'est difficile. Puis, moi, j'ai fait des bonnes bourses dans ma carrière. J'ai bien vécu, mais c'est pas la majorité. Non, c'est pas tout le monde qui vit de ce sport-là. On va se le dire. C'est quelque chose que, pour ceux l'histoire que j'ai connue, c'est toujours des gens qui avaient beaucoup de difficultés. C'est une espèce de sport-étude, tu comprends? Oui, c'est ça. Sauf que, si tu veux performer dans le niveau élite, il faut que tu t'entraînes à temps plein, mais les bourses ne viennent pas avec. 100%. Mais en tout cas, je pense que tes enfants vont admirer que tu as été un père aussi présent, aussi beaucoup de sport, tu dois leur transmettre cette belle passion-là. Je pense que l'autre va te dire merci. Ouais. Je me demandais, est-ce qu'à ce genre d'âge-là, tu as eu besoin d'avoir une courbe d'apprentissage sur l'échec? Est-ce que tu as des petites courbes comme ça que tu peux te permettre de leur apprendre? Oui, tu sais, moi, j'ai été élevé par une mère monoparentale dans un milieu très défavorisé. Okay. Je viens d'un petit village, Saint-Narcisse. C'est vraiment creux, là. Il y a 6 rues, une église encore dans le milieu. C'est figé dans le temps, mais c'est le meilleur monde sur la terre. Le monde ne barre pas les portes là-bas. Là. C'est correct, là, t'sais. Mais c'est du monde pur. Puis à toutes les fois, je me suis dit dans ma carrière, ça, mettons, je l'échappe. J'ai eu des gros pics de popularité là, dans ma carrière, surtout autour de entre 2007 en 2006 puis 2008. Là, ça a été très, très, très gros. Puis je me suis tout le temps dit, cette année, je suis en train de l'échapper, me retourner dans mon village juste une fin de semaine. Ça va Parce que eux autres, je suis pas le gars qui passe à la télé. Eux autres, je suis pas le gars qui s'est battu au championnat du monde. Je suis le petit gars du village. Ça me fait du bien. Retourner chez nous, là, dans le bas du fleuve, là. J'adore ça. Puis j'ai été élevé par une mère monoparentale qui était une guerrière, sous le seuil de la pauvreté, mais elle s'est jamais plainte.
sais, on a tout le temps dit, nous autres, demain, la journée de demain va être meilleure que celle d'aujourd'hui. Ça a toujours été ça, notre credo. Puis, tu sais, c'est ma mère qui m'a inculqué ces valeurs-là de, Mm. tu sais, si tu te plains, il n'y a rien qui va avancer. 100%. Fait que si t'es pas bien à quelque part, ben change ton mood ou change ton attitude quoi même pour que tu deviennes bien à quelque part. Fait que, tu sais, c'est vraiment de là que mes valeurs de résilience puis de dépassement de soi puis de ne pas s'apitoyer sur notre sort vient de là. 100%. Je partage vraiment beaucoup ça. Patrick, on est rendu à un segment du podcast que j'appelle Impact positif, qui est une couple de questions qu'on a pour laisser des fois soit à des jeunes ou encore des fois un petit peu plus sur toi. Ma question serait pour toi serait, si tu avais un seul conseil à donner aux jeunes qui rêvent de signer à l'UFC, ce serait quoi? Et est-ce que ce serait vraiment n'essaie jamais McDonald's? Je te dirais de bien s'entourer. OK. Ouais, parce que c'est vraiment ça. Tu sais, je pense que la qualité première d'un athlète et d'un humain qui ne fait pas de sport, c'est l'entourage. C'est d'avoir du monde autour de toi qui vont te monter vers le haut. Puis, tu sais, d'avoir du monde là pour les bonnes raisons. Puis, honnêtement, moi, c'est ça qui... c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai été capable de revenir à l'UFC quand je me suis fait mettre dehors, c'est que j'avais du bon monde autour de moi. J'étais capable de m'appuyer sur du monde qui m'ont relevé et qui croyait en moi. Puis peu importe si je m'étais battu à l'UFC, maintenant, je n'étais plus là. Le regard des gens avait beaucoup changé, mais à part mon entourage qui n'avait pas changé. Dire que tu es un UFC fighter, c'est impressionnant. Dire que tu t'en vas te battre à Blainville pour retourner à l'UFC, tout le monde dit « Ah, OK, cool ». Tu t'es battu au championnat du monde il y a 2 ans, mais le monde s'en fout, tu n'es plus un UFC fighter. Fait que ça, c'est difficile de gérer ça. Mais oui, l'entourage, c'est super important. Patrick, j'ai un ami à moi qui a une question pour toi. C'est Patrick, selon toi, qu'est-ce qui fait vraiment la différence pour être un grand combattant? Est-ce que c'est plus le caractère ou l'attitude? Je te dirais, plus l'attitude, je te dirais. Mais pas l'attitude personnelle, mais l'attitude que tu as au gym. Ouais. Pas de couper les coins ronds, puis être travaillant. Puis c'est sûr que c'est pas nouveau, là, je ne vais pas réinventer le monde, là, mais il y a juste, puis j'aime bien cette phrase-là, puis je l'utilise beaucoup, mais il y a juste dans le dictionnaire que le succès vient avant le travail. Là. Fait que il faut que tu travailles, puis il n'y a pas de secret, puis il y a ça, puis il y en a que ça va être plus dur, il y en a qui ont plus de qualités faciles, innées, mais il reste qu'il n'y a rien de gratuit dans la vie, puis ça va être difficile, oui, mais en même temps, si c'est ta passion, puis c'est ça que tu aimes faire, ben, ça ne sera plus un travail. Ça va être quelque chose que tu vas apprécier malgré les efforts et les sacrifices que tu vas faire. 100%. Patrick, s'il y avait une seule chose pour laquelle tu voudrais que les gens se souviennent de toi, ce serait quoi? Que je pense que j'ai toujours été vrai. J'ai jamais... je me suis jamais pris pour un autre. Puis je l'ai tout le temps dit que j'ai pas... je l'ai dit encore aujourd'hui. Je n'étais pas un grand athlète, là, mais j'étais un fighter. Pour moi, c'est ça. Puis c'est vrai que... Puis je pense que j'ai eu beaucoup de monde qui sont reconnus en moi parce que, justement, j'aurais pas été ton voisin et tu n'aurais pas su ce qui j'étais. Georges, 100%. qui est un de mes bons amis depuis 30 ans, mais Georges, c'est Superman. C'est dur de t'identifier à quelqu'un qui est tellement au-dessus de la mêlée. Tu te dis, ouais, c'est le Mont Everest, je ne serai jamais capable d'arriver là. Puis c'est vrai, il va juste en avoir un, Georges Saint-Pierre. Il n'y en aura pas 10, il n'y en aura pas 2 même. Mais, tu sais, des gars comme moi, que tu vois que c'est des cols bleus qui travaillent, qui ont un talent limité, mais qui sont capables de se rendre en combat de championnat du monde pareil. Tu te dis, Colin, man, s'il est capable de faire ça, ce gars-là, mais ça se peut que Moutou soit capable. Tu sais, le gars qui vient d'un petit village, puis qu'il n'a pas eu une vie si riche que ça, qui était capable de s'en sortir, puis qui est capable de gagner bien sa vie avec ça, puis de devenir un des meilleurs athlètes de ce sport-là dans le monde. Fait que je pense que c'est ça que le monde... J'aimerais bien ça que le monde me voie de cette façon-là. 100%. Moi, je pense que personnellement, ta résilience va marquer beaucoup les gens. Quelqu'un qui a été persévérant, qui n'a pas arrêté. Je pense que c'est une belle marque aussi que tu vas laisser à tes enfants. Puis sinon, pour les gens qui nous écoutent, à quoi qu'on peut s'attendre un peu pour ta carrière aujourd'hui? Parce que là, on te voit un petit peu partout, mais c'est quoi la suite pour Patrick Côté? Ben, j'ai encore plein de projets qui s'en viennent. Puis, tu sais, c'est sûr que l'acting, pour moi, c'est vraiment numéro 1. J'adore ça.
Je donne une vingtaine de conférences par année aussi là, à travers le Québec. Je me promène, puis ça fait un petit bout que je roule cette conférence-là. Mais vraiment, l'acting, pour moi, là, ici au Québec, ça commence à bien aller. T'sais. J'ai fait quelques petites apparitions dans des films américains puis Canada anglais. Mais là, ici au Québec, c'est le fun parce que là, ça commence à pogner. C'est un petit milieu, mais un coup que tu es rentré, ben là, ça s'en vient. Puis après ça, ben, c'est à toi de prendre ces opportunités-là puis de les faire fleurir aussi. T'sais. J'ai une compagnie de nutrition que je lance en septembre qui s'appelle I Am Nutrition, qui est des remplacements de repas, puis des vitamines, puis de la nutrition. Donc ça, je suis beaucoup là-dessus aussi. Puis c'est ça, puis j'essaie d'être chez nous le plus possible pour mes enfants. Puis je me prépare pour Ironman l'année prochaine. Donc, je pense que c'est une de mes plus bonne, mauvaise idée que j'ai eue, je pense. Mais il reste que, encore une fois, c'est des défis que je me donne. Puis, c'est un 10 mois de préparation pour ça, ça va être l'été prochain. Fait qu'on est là-dedans, on est dans la pré-préparation. Mais on va arriver là, puis on va le faire. Ça sera pas facile, mais ça va être comme ça. Puis encore une fois, je le fais pour moi, mais je le fais surtout pour mes enfants, pour voir encore une fois le dépassement. Puis, c'est sûr que les autres, ils me motivent aussi à le faire. Donc, c'est du donnant-donnant, je pense, dans cette situation-là. Patrick, est-ce que tu vis le sport différemment aujourd'hui? Ben, je le vis beaucoup plus par plaisir que par travail, c'est sûr et certain. Mais ça va toujours faire partie de moi. Ça va toujours, le sport va toujours faire partie de moi. Puis, je dis tout le temps, mettons, je deviens très, très bon acteur, là, puis je gagne un trophée, je gagne un Gémeaux, là, whatever. Ça va toujours être. Regarde, c'est l'ancien combattant du UFC qui est devenu acteur puis qui est rendu bon. Ça va toujours être ça. Je vais toujours être un UFC fighter. Puis ces 3 lettres-là, je les utilise encore aujourd'hui. Je ne serais jamais capable de me défaire de ça. Puis je veux pas non plus, parce que c'est ça qui me définit. Oui. Fait que, je pense qu'il ne faut pas que tu perdes ton identité là-dedans aussi, mais que tu raccroches beaucoup de branches autour de ça qui va te faire devenir une personne plus complète, là, dans le fond. Patrick, sincèrement, merci de ton temps, merci, d'être venu partager avec nous, d'être venu échanger, d'avoir répondu autant à nos questions. Sincèrement, j'ai fait une belle rencontre aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé ton histoire d'apprentissage. Je pense que ça va être une belle leçon, comme je dis, pour les gens qui nous écoutent sur la détermination, la persévérance, puis beaucoup d'athlètes aussi qui rêvent peut-être de cheminer dans ton parcours. Patrick, pour les gens qui nous écoutent, peut-être nous dire aussi qu'on peut te trouver sur les réseaux, comment on peut te suivre? Instagram, pas de côté MMA, très logique. Pas de côté MMA, sinon site internet sur pasdecoté.com. Sinon, tous les samedis, quasiment, sur les ondes de TVA Sport 2, on décrit les combats de l'UFC. Puis, c'est ça. That's it. Mais merci beaucoup, Pat, de nous avoir fait l'honneur d'être venu sur l'envers de la médaille. Plaisir. Merci. Let's go.